probably be the most formidable way of fighting in the world, with our method of kicking and punching, with theirs of control. Les images paraissent banales au premier abord, le genre de clip granuleux que tu pourrais faire défiler sans y prêter attention. Un célèbre champion de karaté se tient prêt, calme et confiant, tandis qu'un grappleur discret attend en face de lui. Quelques secondes plus tard, il est à plat sur le tapis, pris dans un étranglement. Ce qui s'est passé ensuite allait tout changer, montrant un moment de compétence, de respect et de découverte que peu de gens oublieraient. Cet incident deviendrait une leçon partagée, avec une salle pleine de ceintures noires américaines qui n'avaient jamais affronté ce genre de combat auparavant. La signification de ce moment ne devient claire que quand on comprend pourquoi Chuck Norris avait invité Rickson Gracie là-bas au départ et ce qu'il voulait que ses élèves voient ensuite. En 1980, Chuck Norris s'est rendu à Rio de Janeiro pendant une rare pause dans le tournage de ses films. Il était déjà une star connue, au sommet de sa popularité grâce à ses films d'action et à sa solide réputation en Tang Soo Do et en compétition de karaté. Partout où il s'entraînait pendant ce voyage, le même nom revenait sans cesse, Gracie Jiu-Jitsu. Les élèves en parlaient. La révérence dans leur voix l'a rendu curieux au point de chercher la source. Trouver l'Académie Gracie signifiait rencontrer Helio Gracie, le patriarche de la famille, qui avait alors dans les 70 ans. Norris a aussi rencontré deux de ses fils, Rickson Gracie et Royce. La famille l'a accueilli cordialement, et quand Norris a demandé à s'entraîner, ils ont accepté sans hésiter. Ils pensaient que sa ceinture noire de judo lui donnerait une bonne base pour comprendre leur technique de grappling. Cette confiance a duré à peu près le temps qu'il a fallu à Rickson pour le mettre au sol. Ce qui est fascinant dans cette première rencontre, c'est à quel point l'éducation a été complète. Norris n'a pas juste roulé avec une personne et s'est arrêté là. Il s'est entraîné avec Rickson, qu'il a géré avec ce qu'il a décrit plus tard comme un contrôle total. Puis il s'est entraîné avec Royce. Ensuite est venu le moment qui a vraiment enfoncé le clou. Helio Gracie, des décennies plus âgé et bien plus petit que la star d'action, a demandé à Norris de le monter. Depuis cette position dominante, Helio lui dit de frapper. Norris a hésité, qui ne l'aurait pas fait, mais le vieil homme a insisté. Quand Norris a enfin reculé son bras pour lancer le coup, Helio l'appuie dans un étranglement avant même que le poing ne puisse atterrir. Norris s'est réveillé sur le tapis. La leçon a été délivrée de la manière la plus directe possible. Un moment iconique de l'histoire des arts martiaux venait de se dérouler dans une petite académie au Brésil, même si personne ne filmait en sachant à quel point les ondes de choc se propageraient loin. Helio Gracie a vu quelque chose en Chuck Norris ce jour-là. Après avoir démontré l'efficacité du Brazilian Jiu-Jitsu de façon aussi définitive, Helio lui a fait une offre. Il voulait que Norris reste au Brésil et s'entraîne sérieusement. « Tu as un grand potentiel », lui a dit Helio. « Je peux faire de toi un grand pratiquant de Jiu-Jitsu ». C'était une invitation sincère d'une part d'un maître qui ne distribuait pas les compliments à la légère. Mais Norris avait des obligations qui l'attendaient aux États-Unis. Des contrats de films, des projets déjà en cours. Il ne pouvait pas rester. Mais l'expérience avait complètement changé sa vision des sports de combat. Quand Norris est rentré à Los Angeles, il a cherché un autre fils, Helio Rorion Gracie, qui avait ouvert une école de Brazilian Jiu-Jitsu à Torrance près d'une décennie plus tôt. Il a aussi commencé à s'entraîner avec les frères Machado, cousins des Gracie, qui enseignaient dans le sud de la Californie. Les Machado deviendraient centraux dans le parcours de Norris en LJJ et finiraient par lui décerner une ceinture noire des décennies plus tard. Mais avant tout cela, Norris avait une autre idée en tête. Il dirigeait la United Fighting Arts Federation, une grande organisation de pratiquants de Tang Soo Do à travers les États-Unis. C'était de sérieux artistes martiaux, des ceintures noires, des compétiteurs, des enseignants. Ils avaient consacré des années à perfectionner les techniques de frappe, les formes et les stratégies de combat en point. Norris comprenait que ce qu'il avait vécu à Rio représentait quelque chose que ses élèves n'avaient jamais rencontré. Cette technique de grappling venue du Brésil fonctionnait différemment de tout ce qu'ils connaissaient. La question était, comment leur montrer ? Ce qui est vraiment notable dans la réponse de Norris, c'est qu'il n'a pas rejeté ce qu'il avait appris parce que ça contredisait son expertise existante. Il ne l'a pas balayé comme irrélevant pour les arts de frappe. Au contraire, il a utilisé sa position et ses ressources pour créer une opportunité. En 1980, il a contacté la famille Gracie et organisé pour qu'ils volent jusqu'à Las Vegas. Il a mené le Brazilian Jiu-Jitsu à la convention annuelle de son organisation. La convention United Fighting Arts Federation de 1980 et Las Vegas représentaient quelque chose d'inhabituel. Chuck Norris avait arrangé pour qu'une délégation complète vienne du Brésil, afin de démontrer leur art devant une salle remplie de ceintures noires de Tang Soo Do. La liste ressemblait à un who's ou des figures du début de l'ère MMA. Rorion Gracie, le principal représentant de la famille aux États-Unis, menait le groupe. Rickson Gracie, déjà reconnu comme l'un des meilleurs grappleurs au monde, était là aussi. Royce venait également, lui qui deviendrait célèbre plus tard grâce à l'UFC. 4 autres fils Gracie, Relson, Rillion, Rolker et Royler ont fait le voyage, ainsi que Carlos Machado. Danny Lane, l'un des instructeurs principaux de Norris, a filmé le séminaire. Dans les images qu'il capturait, on peut entendre Lane expliquer le contexte. Chuck Norris et Bob Wall avaient visité la famille Gracie à Rio, vécu l'entraînement de première main et en étaient sortis tellement impressionnés que Norris voulait de ses ceintures noires de l'UFA apprenne le système. En 1988, ils ont volé jusqu'à Las Vegas et ont enseigné pour la première fois, dit Lane dans sa narration. C'était le début de l'acceptation américaine que la compétence des Gracie et du BJJ était différente du Juju japonais. Cette dernière partie est intense. La plupart des artistes martiaux américains en 1988 avaient une certaine familiarité avec le Juju japonais, qui mettait l'accent sur les clés articulaires et les projections, mais qui ressemblait assez peu à ce que pratiquaient les Gracie. L'approche Gracie se concentrait énormément sur le combat au sol, le contrôle positionnel et les soumissions appliquées depuis des positions dominantes. La salle remplie de strikers qui regardaient la démonstration avait construit toute sa fondation en arts martiaux sur le fait de garder les combats debout. Ils s'entraînaient au coup de pied, au poing, au bloc. Le combat au sol entrait rarement en ligne de compte, sauf comme quelque chose à éviter.
Ce qu'ils allaient voir allait défier ces suppositions de façon difficile à expliquer sans le vivre directement. Rorion Gracie s'est tenu devant les ceintures noires assemblées et a lu une lettre de son père Elio, félicitant Chuck Norris pour sa sagesse d'avoir invité la famille à enseigner. Ce geste reconnaissait quelque chose d'important. Ce séminaire n'avait pas lieu parce que Norris avait perdu un combat et se sentait obligé de réparer les choses. Il avait lieu parce qu'un artiste martial à succès avait reconnu l'efficacité quand il l'avait vu et voulait partager cette connaissance avec ses élèves. Norris avait déroulé le tapis rouge pour les Gracie, les traitant avec un respect qui n'était pas toujours accordé aux pratiquants d'autres systèmes. Après l'introduction formelle, Rickson et Rorion ont commencé à démontrer des techniques d'autodéfense. Ils ont montré comment la technique de grappling pouvait neutraliser les avantages de taille et de force, comment l'effet de levier remplaçait la puissance, comment la compréhension des positions rendait la soumission presque inévitable. Les pratiquants de Tang Soo Do regardaient de techniques qui contredisaient beaucoup de ce qu'ils avaient appris sur le combat. Dans leur monde, rester debout signifiait survivre. Mais ici, des experts traitaient le sol comme leur champ de bataille préféré. Puis est venu le sparring. Chuck Norris et Rickson Gracie sont montés sur le tapis pour ce que Rickson a plus tard appelé un match amical. Norris a pris sa stance de karaté familial, pleinement latéralisée, présentant une petite cible. Quand il a tenté un sidekick, une technique classique de ses jours de compétition, Rickson a fermé la distance immédiatement. Pas de contre élaboré, pas de setup complexe. Il s'est simplement glissé dans la portée du coup de pied, a clinché et a amené Norris au sol. La transition du debout au sol s'est faite rapidement. En quelques secondes, Rickson avait le dos de Norris. L'étranglement arrière nu a suivi, parfait dans les règles du manuel. Toute la séquence a duré environ 1 minute. Norris a tapé, reconnaissant la soumission. La salle pleine de ceintures noires venait de voir leur instructeur, un champion du monde de karaté et star de films d'action, manipulé avec ce qui ressemblait à un contrôle sans effort par quelqu'un utilisant une approche complètement différente du combat. Mais ce qui s'est passé ensuite compte plus que le sparring lui-même. Norris n'a pas cherché d'excuses, il n'a pas minimisé ce que tout le monde avait vu. Il s'est relevé, reconnu la compétence de Rickson et encouragé ses élèves à prendre l'entraînement au sérieux. Le séminaire a continué avec les Gracie travaillant les positions fondamentales, les échappées et les soumissions. Des ceintures noires qui avaient passé des années à maîtriser les frappes et les formes se retrouvaient à apprendre comment survivre quand quelqu'un les mettait sur le dos. Et c'est là que la rencontre légendaire commence à révéler sa vraie signification. Tu as probablement vu le sparring entre Chuck Norris et Rickson Gracie circuler en ligne, souvent présenté comme un moment marrant ou une preuve de la puissance du BJJ. Mais voici la chose, ça n'a pas réellement introduit le brésilien Jiu-Jitsu en Amérique. C'est une idée fausse assez courante, et il vaut la peine de rectifier. Rorion Gracie enseignait à Torrance depuis 1978, une pleine décennie avant ce séminaire. Les Gracie donnaient des matchs de défis et construisaient une base d'élèves dans le sud de la Californie tout au long des années 80. D'autres artistes martiaux savaient déjà qui ils étaient, même si ce n'était pas toujours de façon amicale. Ce que Chuck Norris a apporté, c'était quelque chose de différent. Il a donné aux Brésiliens Jiu-Jitsu l'accès à une grande communauté martiale établie qui n'aurait peut-être pas cherché autrement. Ses élèves s'entraînaient parce que leur instructeur s'entraînait. Son endorsement avait du poids. Le séminaire UFA a exposé des centaines d'artistes martiaux dédiés au BJJ en un seul événement. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais vu des techniques de grappling appliquées à ce niveau. Certains de ces pratiquants ont ensuite intégré le BJJ dans leur entraînement. Certains ont fini par obtenir des ceintures noires eux-mêmes. L'effet de réseau a compté. Ce qui frappe dans ce moment, c'est que Chuck Norris était au sommet de sa célébrité en 1988. Il aurait pu ignorer ce qu'il avait appris à Rio, le garder privé ou le rejeter comme irrélévant pour sa base de frappe. Au lieu de ça, il a utilisé sa plateforme pour amplifier quelque chose qu'il croyait que sa communauté avait besoin de comprendre. Danny Line a appelé le séminaire de 1988 le début de l'acceptation du BJJ en Amérique. Et d'une certaine façon, il a raison. Mais ce n'était pas le seul début. Il y a eu d'autres moments, d'autres personnes, tous contribuant à la façon dont le Brazilian Jiu-Jitsu s'est lentement imposé aux États-Unis. 5 ans plus tard, en 1993, le premier événement Ultimate Fighting Championship mettrait en avant Royce Gracie battant des adversaires plus grands par soumission, amenant le Brazilian Jiu-Jitsu à un public massif mainstream. Ce tournoi a fait plus pour populariser le BJJ que n'importe quel événement précédent. Mais les bases avaient été posées plus tôt par des gens comme Chuck Norris, qui ont aidé à créer des espaces où les artistes martiaux pouvaient rencontrer l'art avant qu'il n'explose en popularité. La relation entre Norris et la famille brésilienne a continué longtemps après Las Vegas. Il s'est entraîné régulièrement avec les frères Machado, obtenant finalement sa ceinture noire sous Carlos Machado. En 2015, il a reçu sa 3e dan, un grade qui reflète des décennies d'entraînement dédié. Il a aidé les Machado à établir leur première académie en Californie, fournissant l'espace et les ressources pendant leur début aux États-Unis. Quand Carlos Machado a déménagé au Texas en 1995, Norris lui a donné un espace d'enseignement sur le plateau de Walker Texas Ranger, où Carlos apparaîtrait plus tard dans plus de 20 épisodes. L'UFA elle-même a intégré le BJJ dans son cursus. Norris a rendu le combat au sol obligatoire pour avancer à la ceinture noire dans son système, Chun Kuk Do. Son organisation a développé un programme structuré de Brazilian Jiu-Jitsu qui fonctionne encore aujourd'hui. Ce soutien institutionnel a compté. Ça signifiait que les élèves à travers les États-Unis qui s'entraînaient dans le système UFA étaient introduits au BJJ comme partie de leur éducation martiale, pas comme un ajout optionnel. Ce que le séminaire de 1988 a démontré, c'est la puissance d'un leadership ouvert d'esprit dans les arts martiaux.
Quand quelqu'un avec la crédibilité et la portée de Norris choisit d'apprendre plutôt que de défendre son territoire, des communautés entières bougent. La montée du BJJ aux États-Unis n'a pas été causée par une seule personne, mais Chuck Norris a joué un rôle qui mérite d'être reconnu. Il y a un détail spécifique de cette première rencontre à Rio auquel on devrait revenir. Après qu'Helio Gracie ait étranglé Chuck Norris jusqu'à l'inconscience depuis le bas du mante, l'instructeur âgé s'est excusé. « Je suis désolé », a-t-il dit. « Je ne voulais pas le faire si fort. » C'est un moment tellement humain dans ce qui est souvent présenté comme une démonstration purement technique. Helio n'avait pas prévu d'endormir Norris, il montrait juste ce que la technique pouvait faire, et ça a marché mieux que prévu. L'excuse, le soin pris ensuite, l'invitation immédiate à s'entraîner sérieusement, ces détails peignent le portrait d'artistes martiaux qui voulaient partager la connaissance, pas humilier les challengers. Cet esprit s'est prolongé jusqu'à Las Vegas. Les Gracie sont venus pour enseigner, pas pour dominer. Ils ont démontré sur des partenaires volontaires. Ils ont expliqué les positions et les transitions. Quand Rickson asparaît avec Chuck Norris, c'était présenté comme amical, pas antagoniste. Les images montrent le respect circulant dans les deux sens. Ce n'était pas un match de défi Gracie, où des combattants arrivaient de la rue pour tester leurs compétences et repartaient généralement humiliés. C'était une démonstration éducative invitée pour des élèves qui voulaient apprendre. Le sparring entre Chuck Norris et Rickson Gracie reste comme un moment où deux mondes différents des arts martiaux se sont rencontrés sur le tapis. L'un représentait des décennies de maîtrise en frappe, de succès en compétition et de popularité mainstream. L'autre représentait une technique de grappling affinée à travers des générations de matchs de défis et de combats réels au Brésil. Quand ils se sont rencontrés, le résultat n'était surprenant pour personne qui comprenait les deux systèmes. Le combat au sol bat la frappe quand le combat va au sol. Et surtout quand une personne est spécialisée exactement dans ce scénario. Mais l'histoire réelle, c'est ce qui est venu après. L'entraînement qui a continué, les portes qui se sont ouvertes, les élèves qui ont appris, la communauté qui a bougé. Parfois, les moments les plus importants de l'histoire des arts martiaux se passent tranquillement dans des séminaires et des salles d'entraînement, longtemps avant que les caméras et les foules arrivent. Penses-tu que le Brésilien Jiu-Jitsu aurait grandi aussi vite aux États-Unis sans le soutien d'artistes martiaux célèbres comme Chuck Norris? Partage ton opinion dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner pour plus de contenu fascinant.